Bonjour et bienvenue à tous, ici pour la correction du TD sur l'énergie. Donc on va commencer par la partie ressources pétrolières mondiales. On vous explique que les ressources pétrolières sont limitées et estimées à ce jour à 164,4 milliards de tonnes. Donc on vous demande de calculer le volume en litres de pétrole encore disponible, sachant que la masse volumique vaut 0,8275 kg par litre. Pour toutes les questions qui vont suivre, il faut faire bien attention aux unités, que la cohérence soit respectée. Donc, on va commencer par convertir milliard en puissance de 10, donc 10 puissance 9 pour milliard. On sait qu'une tonne est égale à 1000 kg, donc 10 puissance 3. Donc 164,4 milliards de tonnes, c'est donc 164,4 10 puissance 12 kg, puisqu'on a les 10 puissance 9 des milliards et 10 puissance 3 de la tonne. La masse volumique, c'est bien le rapport de la masse sur le volume, donc kg par mètre cube ou kg par litre, ici c'est kg par litre. Donc si on cherche à déterminer le volume, c'est la masse en kg divisé par la masse volumique ici fournie. Donc on se retrouve avec la valeur exprimée 164,4 10 puissance 12 divisé par la masse volumique, et ce qui nous fournit un volume de 198,67 10 puissance 12 litres, ce qui est bien sûr considérable. On va l'exprimer en mètres cubes, donc quasiment 200 milliards de mètres cubes disponibles. Sachant que un baril de pétrole, pour la question numéro 2, correspond à 159 litres, donc un BL c'est un baril, calculer le nombre de barils NP encore disponibles. Donc on va partir sur cette équation. Le nombre de barils sera égal au volume encore disponible divisé par la contenance d'un baril, à savoir 159 litres. Ce qui nous donne donc 198 10 puissance 12 divisé par 159, une valeur de 1, quasiment 25, 10 puissance 12 barils. Exprimé en milliards, on va décaler la virgule 3 fois pour avoir 10 puissance 9, donc ça nous fait 1250 milliards de barils disponibles pour la consommation. Sachant que la consommation actuelle est de 80 millions de barils par jour, calculez en combien de jours les réserves seront épuisées, et bien sûr en combien d'années il n'y aura plus de pétrole au rythme actuel. Donc il est noté là au 80 MBL, M c'est millions, s'il y avait un trait horizontal sur le M, ça serait milliard. 80 millions de barils par jour consommés, en temps normal bien sûr, en dehors des confinements qu'on vit. Donc NP égale 1249,5 milliards de barils. On va l'exprimer en puissance 6. Pourquoi? Parce qu'on pourrait être cohérent avec les millions qui sont exprimés au-dessus. Donc le nombre de jours disponibles, c'est la quantité de barils disponibles, exprimé en puissance 10 puissance 6, divisé par les 80 millions de barils consommés chaque jour, ce qui nous donne une consommation de 15 618 jours. Si on exprime en année, on a presque 43 ans. Alors ça semble beaucoup, mais c'est peu aussi, puisque vous devriez connaître la fin de l'ère du pétrole. La seule source d'énergie extérieure à la Terre utilisable actuellement est le Soleil, et il rayonne par an avec une énergie de 16 10 puissance 15 kWh. Alors on va essayer de faire la comparaison. Combien faudrait-il de barils de pétrole pour avoir une énergie équivalente? Donc est-ce que le Soleil produit plus ou moins d'énergie que ce que nous consommons en pétrole? Alors on va faire une petite digression là. Une BEP, donc BEP c'est baril équivalent pétrole, hein, c'est l'équivalent, enfin pas équivalent, mais ça fait écho à tonne équivalent pétrole, une TEP. On a vu dans le cours une tonne de pétrole c'est 1208 litres, le baril fait 159 litres, donc on peut calculer le poids d'un litre de pétrole.
donc 0,827 kg si on fait la division. Donc les 159 litres du baril sont égales à 131,6 kg. Si on fait l'analogie avec la tonne de pétrole, dont on sait dans le cours qu'elle a une équivalence énergétique de 11 630 kWh, on fait le ratio, donc les 11 630 kWh pour une tonne, divisé par 1000 pour avoir par 1 kg, et on remultiplie par les 131,6 kg du baril pour avoir une valeur à 1531 kWh. Donc on vient de déterminer que un baril équivalent pétrole, c'est 1531 kWh. L'énergie rayonnée par le soleil, 16 10 puissance 15, on va diviser par l'énergie par unité de baril. Donc il nous faut 0,01 10 puissance 15 barils par an. Alors pourquoi on garde ce 10 puissance 15? Ça n'a pas de sens, puisque là on a fait la division, on a fait directement 16 divisé par 1531, on trouve la valeur. Maintenant on va pouvoir décaler les virgules pour avoir quelque chose de plus cohérent. Donc on décale 3 fois la virgule pour avoir l'unité en téra, 10 puissance 12, donc ça nous fait 10,46 térabarils par an, donc c'est quand même considérable. La durée, on prend la valeur NP pour la diviser par ce qu'on a trouvé au-dessus, c'est-à-dire la consommation. Donc 1249 divisé par 10,46, 1249 c'est la question précédente, ça nous fait 20 ans. Donc si on utilisait du pétrole à la place du soleil, eh bien on consommerait le reste de nos capacités pétrolières en 20 ans. Donc le soleil produit 2 fois plus d'énergie que celle produite via le pétrole. Le pouvoir calorifique maintenant, calculer les énergies équivalentes des combustibles suivants. Donc les PCI, là, ça veut dire pouvoir calorifique inférieur, ça fait écho à la tonne équivalent pétrole. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'unités différentes pour l'énergie. Donc une unité qui est très utilisée, c'est la tonne équivalent pétrole. C'est la quantité d'énergie dégagée par la combustion d'une tonne de pétrole. Donc une tonne équivalent pétrole, on sait d'après le cours que c'est 11 630 kWh. Avec une tonne de pétrole est donc égale à 42 gigajoules, c'est la correspondance entre les kilowattheures et les gigajoules. Donc 42 gigajoules pour une tonne de pétrole, ça fait 42 10 puissance 9. Giga c'est 10 puissance 9. Donc 42 10 puissance 9 joules. Pourquoi? On va chercher la valeur pour l'énergie équivalente TEP en fonction des combustibles qui sont listés ici. Si on fait la division, 1 kg de pétrole, c'est 42 10 puissance 6 joules, puisque 42 10 puissance 9 divisé par 1000, puisque une tonne c'est 1000, on enlève 3 à la puissance, donc on se retrouve avec 42 10 puissance 6 joules. Donc on va finir avec une expression qui va être plus pratique pour nous, puisqu'on voit dans le tableau que PCI, c'est le pouvoir calorifique inférieur exprimé en kilojoules par kilogramme. Donc j'exprime ici la valeur 1 kg de pétrole en kilojoules pour que ce soit cohérent. Donc on se retrouve avec 42 000 kilojoules. Donc on n'a plus qu'à faire ici l'analogie entre tous ces combustibles et le pétrole. Donc c'est 42 000 kilojoules comme je le disais. Le pouvoir calorifique du gaz naturel c'est 38 100. On voit qu'il est inférieur aux 42 000, donc pas tellement, mais légèrement inférieur. Donc on va faire le ratio, 38 100 divisé par 42 000, et on tombe à 0,9. Donc ça veut dire que le gaz naturel est quasiment aussi calorifique, c'est-à-dire qu'il amène autant d'énergie en le brûlant, quasiment, que le pétrole, un petit peu moins. Le charbon, lui, si on fait le ratio directement, puisqu'on a à chaque fois 42 000, 28 000, donc on supprime les 3 zéros, donc 28 divisé par 42, ça fait 0,67. Donc on voit que le charbon a un moins bon rapport calorifique que le pétrole, mais l'avantage considérable du charbon par rapport au pétrole, c'est son prix de revient, c'est beaucoup moins élevé que le pétrole, donc il reste concurrentiel dans pas mal de cas. L'inconvénient du charbon lui aussi, c'est qu'il augmente bien sûr
l'empreinte carbone. Donc on essaie d'éviter ce genre de production. Les ordures ménagères, donc on brûle des ordures ménagères. Là, on a un rendement relativement faible, enfin c'est pas un rendement, un pouvoir calorifique ramené au pétrole qui est de 0,19. Donc il faut en brûler énormément pour accéder à autant d'énergie délivrée que par le pétrole. Le bois 0,35, donc ça reste relativement faible mais honorable. L'essence, elle, on voit tout de suite qu'on va tomber sur un ratio supérieur à 1, puisque le pétrole c'est 42 000, on a 47 300, ça nous fait 1,12. Donc l'essence c'est un produit raffiné à partir du pétrole, donc en brûlant de l'essence, on arrive à générer plus d'énergie. Bien sûr, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que l'essence est extrêmement chère et donc le prix de l'énergie serait bien trop élevé. Le gazole, on est aussi légèrement supérieur à 1, c'est normal, puisque le gazole, bien qu'étant un produit de bas raffinement, est quand même un produit raffiné. Donc il a un pouvoir calorifique supérieur à celui du pétrole. On va parler maintenant des rendements de centrales électriques. Donc là, vous avez 3 photos de 3 centrales électriques différentes. La première, celle en Loire-Atlantique, c'est une centrale thermique. Donc là, on va brûler un combustible. Ça a souvent été du pétrole par le passé, du fuel lourd, ce qu'on appelle aussi. De plus en plus, maintenant, comme celle qui est à côté de chez nous, c'est celle de Fos, on l'a convertie au gaz naturel. À côté, on a la centrale nucléaire dans la Vienne, avec une capacité de 3000 MW, donc légèrement supérieure aux centrales thermiques, qui équipent la plupart de nos régions françaises. Et enfin, la centrale géothermique en Guadeloupe, d'une capacité bien inférieure, puisque là, on exploite la chaleur du sol pour récupérer cette chaleur et la transformer en électricité. La question est la suivante. La combustion d'une tonne de fuel dans une centrale thermique classique, donc on parle ici de la première, celle de Loire-Atlantique, fournit environ 4500 kWh électriques. Quel est le rendement de conversion? Eh bien là, on a la tonne équivalent pétrole 11 630 kW, ça c'est le cours. Le rendement c'est sortie sur entrée. Donc sortie ici 4500 kWh électrique, entrée 11 630, donc en brûlant une tonne de fuel. On a un rendement de 0,39, ça veut dire que le rendement est de 39%. Donc c'est pas fameux, c'est-à-dire qu'on perd quand même beaucoup d'énergie. On en récupère que 39% qui va être utile à créer de l'électricité. Là, on va passer sur une centrale nucléaire. Là, on dit que l'énergie thermique, la quantité de chaleur, exprimée parfois aussi en calories, extraite en 1 seconde d'un réacteur nucléaire, en fonctionnement de 2 700 000 kJ, donc un circuit d'eau primaire, des températures assez élevées, des pressions très élevées, et un débit relativement élevé également, sachant que cette énergie permet de fournir 900 MW, calcule le rendement de conversion. Donc on part sur la donnée 2 760 000 kJ, donc 2,76 gigajoules. On sait que 1 gigajoule c'est 277 kWh. Pour avoir une analogie, je vous ai donné ici ce qu'on peut faire avec un kWh électrique. Et bien avec un kWh électrique, on peut regarder 5 heures sa télévision. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec 2,76 gigajoules? Je vous rappelle que 2,76 gigajoules, c'est l'énergie produite par le réacteur nucléaire en 1 seconde. Donc, en 1 seconde de fonctionnement de réacteur nucléaire, vous pouvez regarder 5 mois votre télé sans jamais l'arrêter. Donc, c'est quand même une quantité d'énergie qu'on peut ici palper. C'est quand même une énergie non négligeable. On sait que la puissance en watts, c'est une quantité d'énergie délivrée par unité de temps, autrement dit un débit d'énergie. Plus je libère vite mon énergie, plus je suis puissant. Donc les 276 gigajoules par seconde, puisqu'en l'occurrence ici c'est délivré en 1 seconde, on a directement la conversion 276 gigajoules par seconde égale 276 gigawatts. Le rendement sortie sur entrée, c'est toujours pareil. 900, ça c'est ce qu'on récupère à la sortie. 2760, c'est ce qu'on a obtenu au cœur du réacteur. Donc on a un rendement de 33%. Donc on est un peu meilleur que tout à l'heure, mais ça reste encore
faible au regard des technologies mises en jeu. Quoi qu'il en soit, c'est pour le moment largement satisfaisant puisque les quantités d'énergie produites sont considérables. On essaye bien sûr d'augmenter ce rendement et on arrive avec les générateurs de dernière génération à des rendements approchant les 40-45%. Donc le rendement ici de 33%. Alors le dernier c'est la géothermie, 33% également le rendement. L'énergie en TEP nécessaire pour produire 1 MWh, donc 1 MWh c'est 1000 kWh, 1 méga. Sortie sur entrée pour le rendement. Nous on veut déterminer la puissance d'entrée du système, sachant qu'on a 33% de rendement. Donc puissance d'entrée égale puissance sortie divisé par le rendement. Donc si on veut obtenir 1 MWh, donc 1000 kWh, on divise par 0,33 le rendement et on trouve 3030 kWh. On sait qu'une TEP c'est 11 630 kWh, donc avec ce type de centrale, on produit l'énergie en TEP nécessaire pour produire 1 MW en entrée égale 0,26 TEP. Alors le soleil et l'énergie électrique. On parle maintenant de panneaux photovoltaïques. Au début, on a beaucoup utilisé ça, mais on s'aperçoit que le rendement est pas génial, surtout en fonctionnement. Il faut que les panneaux soient propres, soient orientés, des conditions climatiques à respecter. Et il y a des centrales différentes, ce sont des centrales solaires à concentration. C'est beaucoup plus élémentaire, il n'y a pas d'électronique. Il suffit simplement d'orienter des miroirs qui vont focaliser sur un point. Donc tous ces miroirs que vous voyez ici sur la photo en Espagne réfléchissent la lumière sur une tour centrale. Et cette tour centrale chauffe, donc du coup avec les concentrations, il chauffe de l'eau. Et là on a une production de vapeur, et derrière cette vapeur fait tourner une turbine, et la turbine génère de l'électricité. Donc pour nous faire une meilleure idée du potentiel de ces centrales, calculons la surface nécessaire pour produire la consommation mondiale d'électricité. Combien consomme-t-on d'électricité dans le monde? Eh bien 19 000 TWh. Le rendement sur toute la surface de la centrale, ici géothermie, et pas géothermie mais concentration solaire 14%. L'énergie solaire en zone ensoleillée, c'est-à-dire là où le soleil est le plus présent, 250 watts par mètre carré arrive au sol, et le rayon moyen de la Terre 6371 km. Calcule la puissance moyenne de la production mondiale. 1 TWh c'est 10 puissance 12, donc on se retrouve avec 10 puissance 12 Wh. Qu'est-ce que c'est qu'un watt? C'est des joules par seconde, donc qu'est-ce que c'est qu'un joule? C'est des watts multipliés par des secondes. Si on exprime non pas des joules mais des wattheures, c'est bien des watts multipliés par des heures. Donc la puissance moyenne c'est de l'énergie divisée par le temps. Ici 19 000 TWh divisé par le nombre d'heures dans l'année, puisque c'est la production mondiale annuelle. Ce qui fait qu'on a une puissance de 2,17 quasiment terawatts. On déduit la puissance que doit fournir le soleil, qu'on appelle ici PS. Alors PS, faut pas se tromper, faut faire l'amalgame, c'est pas la puissance de sortie, c'est la puissance de soleil, hein, S pour soleil. Donc c'est pour ça que j'ai remplacé ici les initiales et défini le rendement comme étant la puissance finale divisée par la puissance initiale. On peut aussi dire la puissance fournie ou utile divisée par la puissance absorbée. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est la puissance initiale, donc la puissance absorbée aussi, c'est la puissance finale divisée par le rendement. Donc si on applique cette formule, on trouve 15,49 terawatts. Donc il faudrait que le soleil fournisse 15,6 terawatts. Quelle est la surface S en kilomètres carrés de centrale solaire nécessaire pour capter cette puissance? Donc la puissance, l'ensoleillement donné question précédente, c'est 250 watts par mètre carré. Si on convertit ça en kilomètres carrés, je vous rappelle que de mètre carré à kilomètre carré, il y a 10 puissance 6, puisque c'est des carrés. Il y a 2 zéros par colonne. Donc on a 250 puissance 6 watts par kilomètre carré. S, la surface en kilomètre carré, c'est PS, donc puissance du soleil divisé par la quantité, l'énergie récupérée
récupéré par mètre carré. Donc on a bien ici 15,49 10 puissance 12 watts, un Tera c'est 10 puissance 12. Donc 15,49 10 puissance 12 divisé par 250 10 puissance 6, on se retrouve avec cette valeur-là en 10 puissance 6 km². On va décaler la virgule pour obtenir des kilomètres carrés. Donc on va décaler 6 fois la virgule pour faire disparaître la puissance de 10. 61 960 km². Voilà ce qu'il faudrait comme surface pour capter la puissance. Donc 61,910 puissance 3 km². La proportion en pourcentage de la surface terrestre que cela représente, déjà calculons la surface de la Terre. Donc la surface d'une sphère c'est 4 milliards carrés. Si on fait le calcul, on obtient 510 10 puissance 6 km² de surface terrestre. On fait le ratio entre la surface nécessaire et la surface terrestre et on tombe à 0,012%. Donc c'est une infime partie. C'est quand même une partie non négligeable de la planète Terre. Comparé à la surface de centrale solaire déterminée précisément à un carré de 250 km, eh bien 250 km par 250 km, ça fait 62 500 km². Donc c'est réalisable, entre guillemets, j'entends bien sûr, un carré de 250 km, ça veut dire plus grand que la région PACA. Donc ça commence à faire certaines surfaces. Alors, est-ce que c'est réalisable? Et bien, suivant la carte d'ensoleillement ici, on voit que la rentabilité des centrales solaires thermiques dans le monde, et toute une partie du monde, donc quasiment la moitié du globe qui n'est pas capable de produire cette énergie, parce que l'ensoleillement est insuffisant. Donc on voit bien que cette production qui doit être locale pour être efficace ne pourra pas l'être dans le monde entier. Donc il est impossible de l'appliquer à la globalité de la planète. Voilà pour la première partie du TD. On se revoit tout à l'heure pour la suite et la correction de la partie numéro 5.